Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, cette nouvelle édition de Prime Actu DMV. Et aujourd'hui, nous recevons Bel-Ange Mbayou, qui est professeur certifié de mathématiques et qui travaille dans le comté de Prince-Georges. Bienvenue, Bel-Ange. Merci, Clara. Je suis ravie d'être là. Merci. Donc déjà, pour commencer, si vous pouvez vous présenter à notre audience, qui est Bel-Ange? Comme tu viens de le dire, Clara, je suis professeure au certifié de mathématiques. J'ai 17 ans d'expérience dans le comté de Prince-Georges et je suis présentement numérique coach de mathématiques. Je travaille avec les professeurs de mathématiques dans le comté, c'est-à-dire que je donne quelques stratégies aux professeurs, comment enseigner les mathématiques. Et avant ça, j'étais aussi chef de département de mathématiques dans une école d'immersion française. Et je travaille aussi dans la communauté avec les parents et je les aide à pouvoir soutenir les enfants afin de mieux appliquer, de mieux monter le dossier pour appliquer pour l'université. Puisque en tant que parent, j'ai eu des enfants qui sont passés par ce processus-là. Ah, d'accord. Merci. Ça, c'est une très belle expérience. Donc, déjà, pour rentrer dans le vif du sujet et parler de la composition du dossier de candidature, même avant ça, avant de commencer avec le dossier de candidature, comment est-ce que, en tant que parent, on peut se préparer à l'admission à l'université pour son enfant? Et quelles sont les étapes à suivre? Alors, le conseil que je donnerais aux parents, c'est de commencer très tôt dès que l'enfant entre au secondaire, c'est-à-dire 6e, 7e année, l'enfant doit déjà être encadré afin de pouvoir prendre des classes qu'on appelle honors class, c'est-à-dire les classes un peu plus avancées. Alors, lorsque l'enfant est placé dans les classes un peu plus avancées, que l'enfant a des bonnes notes, l'enfant ira donc dans un programme spécial au lycée, c'est-à-dire en 9e, 10e, 11e, 12e année. Et avec ces bonnes notes et un bon GPA, l'enfant est déjà préparé pour entrer dans une bonne université parce que c'est l'un des critères. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est encadrer les enfants à faire le volontariat dans ce qu'on appelle community service. Ça peut être à la bibliothèque, ça peut être dans la communauté, ça peut être aidé dans les différents programmes de la communauté. C'est-à-dire les enfants montrent qu'ils sont des leaders à leur bas âge. Alors ça, c'est un point que nous négligeons souvent, mais qui est très important lorsque l'enfant veut appliquer pour l'université. Et dès que l'enfant a 13 ans ou 14 ans, l'enfant peut déjà faire du volontariat, du bénévolat, c'est-à-dire du community service dans la communauté à partir de l'âge de 14 ans. Donc, on n'attendait pas quand l'enfant est au lycée. Et l'enfant peut le faire en 6e, 7e année. L'enfant peut même être dans son propre école. Ça peut être après l'école, aider les enseignants. Donc, ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point aussi qui est important, c'est le choix des écoles des enfants. Très souvent, les parents ont tendance à croire que le privé, c'est la seule solution. Il y a des écoles publiques qui sont très bien. Donc, il faut voir déjà dans votre quartier quelle est la bonne école, quels sont les programmes où les enfants peuvent être intéressés et mettre l'enfant dans ces programmes-là déjà dès le bas âge. D'accord. Donc, à vous entendre, il y a beaucoup d'étapes. Et donc, on va en parler un tout petit peu en allant maintenant on va parler de la constitution du dossier en lui-même, le dossier de candidature. Quels sont certains éléments constitutifs d'un dossier pour l'admission à l'université? Bien. Déjà, je vais revenir sur la note, c'est ce qu'on appelle GPA. L'enfant doit déjà donner son relevé scolaire sur lequel l'université verra quel est son GPA. L'enfant doit avoir un résumé, ce qu'on appelle curriculum vitae ou bien un résumé, où l'enfant a toutes les activités qu'il ou elle a fait pendant les années avant l'année où il faut appliquer pour l'université. Et c'est souvent important. Sur ce résumé, l'enfant pourra montrer quelles sont les activités que l'enfant fait, quels sont les rôles de leadership que l'enfant fait tout au long de son cursus scolaire au secondaire. Et il faudrait aussi que l'enfant ait une rédaction que l'enfant doit écrire. Et les rédactions diffèrent selon les universités parce qu'il y a des sujets différents. Alors, l'enfant doit pouvoir écrire une bonne rédaction. Et cette rédaction-là, on conseille toujours aux enfants, lorsque vous écrivez la rédaction, il faudrait donner
la chance à plusieurs personnes de vous donner ce qu'on appelle feedback sur la rédaction, c'est-à-dire lire et vous donner des suggestions comment améliorer votre rédaction. Et en plus de ça, il y a aussi les recommandations des enseignants. Alors, l'enfant, c'est pourquoi c'est important que l'enfant a de bonnes relations avec les enseignants, parce que la recommandation, les lettres de recommandation doivent être écrites par vos enseignants que vous avez choisis. Et très souvent, des universités peuvent décider, ça peut être des enseignants de mathématiques, des enseignants d'anglais, on vous demande aussi parfois des conseillers pédagogiques doivent écrire une lettre de recommandation. Et si l'enfant était dans les bons termes, a été respectueux, l'enfant a eu de bonnes relations avec ses enseignants, alors sûrement cet enfant, et que l'enfant était remarquable en classe, c'est-à-dire faire des efforts, faire ce qu'il faut comme un bon élève, alors cet enseignant donnera une bonne lettre de recommandation. Donc, lettre de recommandation élevée, scolaire, c'est-à-dire où on a les notes de l'enfant, la rédaction et le résumé aussi, et puis il y a ce qu'ils appellent personal statement. Donc, l'enfant doit pouvoir aller dans la plateforme de l'université et voir ce que l'université demande, écrire, parler de soi, quoi, qui tu es et pourquoi est-ce que cette université est la meilleure pour toi. Donc, voilà un peu les points les plus importants dans la composition du dossier de l'université. D'accord, merci pour ça. Et un peu plus tôt, vous avez parlé des classes qui permettent à l'enfant d'être un peu plus compétitif lors de la demande. Mais donc, c'est quelle classe? Vous avez dit honors classes. Donc, c'est quelle classe, quel cours? Est-ce que c'est toutes les matières qui ont des honors classes ou alors c'est quelque chose de bien spécifique? Ça, c'est une bonne question. Au secondaire, c'est-à-dire middle school, par exemple, au début du secondaire, c'est-à-dire 6e, 7e, 8e année, il n'y a que les honors classes en anglais et en mathématiques. Donc, quelques middle school en ont en sciences, mais c'est beaucoup plus anglais et mathématiques. Donc, un enfant de 6e année peut prendre les mathématiques de 7e ou 8e année quand l'enfant est en 6e année. Et quand l'enfant commence à prendre ses cours avancés derrière la classe de 6e ou 7e année, quand l'enfant arrive en 9e année ou 10e année, l'enfant prend les classes qu'on appelle EPI, Advanced Placement, donc EPI Classes. Donc, ces classes permettront donc à l'enfant de prendre les cours de l'université étant au lycée. Et beaucoup de districts, et très souvent c'est couvert, les frais sont couverts par le lycée parce que l'enfant est encore au lycée. Alors, je donne un exemple. Si un enfant prend déjà les classes de EPI étant au lycée, non seulement ça revient moins cher parce que c'est gratuit, par exemple, à travers le droit romain ou bien à travers les cours qui sont offerts dans ce lycée, ça revient moins cher aux parents, mais aussi l'enfant, quand l'enfant va à l'université, l'enfant a déjà quelques crédits pour l'université. Alors, pour entrer dans cette classe-là, l'enfant doit pouvoir avoir déjà une bonne note en ces matières, pour revenir à ta question. Il y a, par exemple, les mathématiques, il faut avoir une bonne note en mathématiques, il y a l'anglais. Maintenant, au lycée, presque toutes les matières ont les EPI classes, c'est-à-dire on a à avoir Advanced Placement, les matières, on en a en maths, on en a en anglais, il y en a aussi même en technologie, en sciences, presque toutes les matières. Donc, il y a la langue aussi. Bon, langue, c'est-à-dire, si vous prenez le français, vous commencez à apprendre une langue, par exemple le français ou bien l'espagnol, et je parle du français pour les parents de notre communauté. C'est pourquoi il est important pour nos enfants de continuer à parler le français, même si l'enfant est dans une école où on parle uniquement l'anglais. En gardant le français à la maison, ça donne l'opportunité à l'enfant de prendre EPI French. C'est-à-dire, l'enfant va prendre le cours de français et puis à le lycée, l'enfant, s'il a déjà une bonne base en français, peut prendre EPI French. Et maintenant, plus l'enfant prend des classes avancées, c'est-à-dire EPI classes, plus l'enfant a des crédits pour l'université. Et plus le GPA, parce que ces classes aussi augmentent le GPA de l'enfant, parce que le poids de ces classes est un peu plus élevé que les autres classes. Je donne un exemple. Si un enfant prend algèbre 1 par rapport à un enfant qui prend épiclasse avant de graduer, algèbre 2, et un enfant qui prend épiclasse, lorsqu'on calcule son GPA, l'enfant qui prend les épiclasses a un GPA un peu plus élevé parce que le poids des classes, des honors classes ou épiclasses sont un peu plus c'est un peu plus grand le poids, quoi. Quand je dis que je parle un peu, parce qu'il faut traduire un peu en anglais, c'est un peu plus élevé, ça fait que ça booste un peu le GPA de l'enfant, ça augmente le GPA de l'enfant. Ok, d'accord. Et parlant, on reste dans la vie du lycée et il y a des termes qui reviennent assez souvent, les tests
que les enfants ont à apprendre. Donc, on entend parler de SAT, ACT. Donc, quelle est la différence exactement entre ces deux examens? Et bon, on va commencer par là. Allez-y. D'accord, bonne question. Le SAT, Scholastic Assessment Test, c'est un test que les enfants prennent déjà à partir du lycée. Ils peuvent pas prendre à partir du 9e ou 10e année. Donc, on conseille l'enfant d'être un peu plus mature avant de prendre le test. Maintenant, le ACT, qui est American College Test, l'enfant peut le prendre aussi à partir du 9e ou 10e année. Maintenant, la différence entre les deux, pour revenir à ta question, c'est que le SAT a moins de questions que le ACT. Le SAT, bien qu'il teste, il teste l'anglais, reading, writing et les mathématiques. Et la partie mathématiques avec calculatrice et sans calculatrice. Le ACT teste l'anglais, les mathématiques et puis il y a aussi ce qu'ils appellent reasoning, science reasoning, c'est-à-dire un peu de science. Donc l'enfant doit connaître aussi un peu ça, bien que c'est beaucoup plus la lecture, mais il y a aussi la science. Mais le ACT a beaucoup plus de questions que le SAT. Alors, un enfant qui est bon en lecture, très souvent font bien au ACT. Un enfant qui est bien bon en mathématiques, très souvent, d'après mon expérience, parce que je fais les cours de préparation pour ces deux examens, un enfant qui est bon en mathématiques, très souvent, ils font très bien au SAT. Mais les universités acceptent les deux. Donc, que vous prenez le ACT ou le SAT, les universités acceptent les deux. Encore une différence entre les deux, c'est que le SAT est sur 1600 points. Le ACT, le maximum, c'est 36 points. Alors, mais il y a une façon de trouver l'équivalent. Quand vous avez, par exemple, 30 sur 36 au ACT, il y a une façon de trouver l'équivalent au SAT. Donc, les universités acceptent les deux. D'accord. Oh, pardon. Les dates des deux examens sont différentes. Alors, pour le SAT, il faut aller sur College Board pour s'inscrire et voir quelles sont les dates des examens. Et puis, il y a aussi quelques exemples de tests et de questions. Pour les ACT, il faut aller sur act.org pour s'inscrire. Donc, voilà un peu la différence entre les deux examens. Mais comme je l'ai dit, les universités acceptent les deux examens. D'accord. Donc, les universités acceptent les deux, ce qui veut dire qu'il faut que les enfants fassent absolument les deux. Très bonne question. Et je reviens à ça parce que je n'ai pas noté. En fait, c'est que comme je ne peux pas les enfants pour les deux, ce que je conseille souvent aux enfants, c'est de prendre au moins 2 fois l'un des deux examens. Et je vais m'expliquer. Les universités font souvent ce qu'on appelle super score, c'est-à-dire quand vous prenez un examen 2 fois, puisque l'examen, c'est la partie, il y a anglais et puis mathématiques. Alors, anglais au SAT, c'est 800, mathématiques sur 800 points aussi. Au total, ça fait 1600 points. Alors, quand un enfant travaille bien en mathématiques, par exemple, au premier essai, c'est-à-dire la première fois que l'enfant prend l'examen, et ne travaille pas bien en anglais, la deuxième fois, au deuxième essai, si l'enfant travaille bien en anglais, l'université va prendre son meilleur score en maths et son meilleur score en anglais. Donc, il faut faire l'examen au moins 2 fois. Il faut prendre le SAT. Je conseille toujours aux enfants de prendre le SAT au moins 2 fois parce que là, vous allez faire votre super score, c'est-à-dire l'université prend votre meilleur score d'anglais sur les 2 essais et le meilleur score de maths. Alors, SAT aussi, c'est un peu différent parce qu'ils ne le faisaient pas avant. C'était, on prenait juste ton score, ce qu'on appelle raw score, c'est-à-dire quand tu as le score, on prend ce score-là. Mais maintenant, apparemment, ils le font. Donc, où on peut voir les différentes catégories et choisir le meilleur score en anglais, le meilleur score en mathématiques. Mais, pour revenir encore à ta question, il est important que l'enfant fasse les 2 examens parce que vous ne savez pas, l'enfant ne sait pas lequel il peut être apte ou bien pas avoir un bon score. Donc, il faut prendre le SAT 2 fois, le ACT au moins 1 fois. Ou alors prendre le ACT au moins 2 fois et le SAT 1 fois. Dans tous les cas, prendre les 2 examens. D'accord. Et donc, est-ce que les scores, leurs résultats, ont un impact sur les bourses possibles qu'ils peuvent demander auprès des universités? Oui, oui. Alors, il y a ce qu'on appelle merit-based scholarship, bourse où l'enfant doit avoir une bonne note pour recevoir la bourse scolaire. Il y a ce qu'on appelle need-based scholarship, c'est-à-dire où l'enfant peut être dans une famille où le revenu est très bas.
Alors, pour ceux qui veulent appliquer pour ce qu'on appelle merit-based scholarship, c'est-à-dire une bourse que l'enfant reçoit à partir du mérite, c'est-à-dire de ses bonnes notes, oui, le SAT ou le ACT est compté. Parfois, certains enfants se disent, oh non, c'est pas important parce qu'avec la pandémie, beaucoup d'universités disent que c'est test optional. Test optional, ou bien, comme il dit, c'est sélectif. Non, là, c'est dans le cas où vous voulez appliquer pour l'université. Lorsque vous appliquez pour l'université, c'est une chose. Maintenant, demander la bourse, c'est une autre chose. C'est pourquoi je conseille aux enfants, même avec cette période de pandémie, c'est important, même si l'université dit test optional, pour vous de prendre ces deux examens. Parce que lorsque les enfants travaillent bien, alors c'est un plus dans leur dossier pour avoir des bourses scolaires. D'accord, merci pour ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle des AP exams. Donc, c'est Advanced Placement Exams. Et donc, c'est quoi leur importance dans le processus de candidature pour les universités, vu que ce sont des cours qui sont des cours de l'université, mais au lycée? Quand un enfant prend les cours de l'université au lycée et que l'enfant a une bonne note, parce qu'il faut prendre déjà la classe. Quand vous êtes dans les classes qu'on appelle AP classe, vous devez prendre l'examen. Maintenant, l'examen n'est pas obligatoire pour passer la classe. Il faudrait que je clarifie cela. Je donne un exemple. Je peux prendre AP calculus. Okay? Si un enfant prend AP calculus, l'enfant peut passer la classe, c'est-à-dire l'enfant peut avoir A ou B dans cette classe. Il va dans la classe qui suit, qui peut être peut-être AP stat, sans toutefois prendre l'examen. Mais maintenant, quand l'enfant ne prend pas l'examen qui est AP exam, certaines universités ne considèrent pas que l'enfant a fait AP class. Donc, c'est pourquoi je dis souvent aux parents, faites très attention. Si vos enfants prennent les AP class, l'enfant doit prendre AP exam. Si l'enfant veut que cette classe soit considérée quand l'enfant applique l'université ou bien aille à l'université. Maintenant, quand l'enfant est à l'université, dans la procédure de l'application pour l'université, ceux qui regardent vos dossiers, lorsque vous avez pris plusieurs AP classes, c'est-à-dire les classes advanced placement class, lorsque vous avez pris plusieurs classes, ça montre un certain niveau de maturité parce que ce sont des classes de l'université. Et lorsque vous avez passé l'examen avec, souvent, ils demandent 4 ou 5 parce que les niveaux sont level 4, 5. Parfois, certains enfants ont 3 et certaines universités acceptent. Mais je conseille souvent aux enfants d'avoir 4 ou 5. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir 5, mais avec 4, vous êtes sûr qu'à l'université, vous n'allez pas reprendre cette classe. Si vous avez pris AP 4, par exemple, à l'université, vous n'allez plus prendre cette classe-là parce que vous avez déjà passé cet examen. Et dans votre dossier de l'université, ça montre que vous avez été sérieux et ça montre aussi que vous êtes mature aussi pour prendre les cours de l'université. Et ça, c'est un plus en ce qui concerne votre caractère, votre habilité de pouvoir bien faire dans une classe de l'université. D'accord. Donc, vous avez parlé de maturité. Donc, si on parle du profil du candidat, quel est le profil idéal recherché par les universités? Donc, comme je dis encore, vous avez mentionné la maturité, mais qu'est-ce qu'ils recherchent d'autre? Alors, je vais utiliser un peu un terme en anglais, les enfants well-rounded students, c'est-à-dire les enfants il faut avoir de très bonnes notes, mais c'est pas suffisant. Les enfants qui ont des leadership skills, c'est-à-dire les enfants qui peuvent apporter quelque chose de plus, les enfants qui ont critical thinking skills, c'est-à-dire les enfants qui savent réfléchir, qui montrent qu'ils peuvent résoudre des problèmes. Ça peut être les problèmes dans leur communauté, ça peut être un problème dans l'école. Quand je dis résoudre un problème, je peux prendre un petit exemple. Il y a eu des enfants qui ont vu qu'ils pouvaient aider des enfants démunis et qui ont faire des annonces pour avoir des sacs, recycler des sacs et donner à ses enfants démunis. C'est-à-dire, l'enfant montre qu'il peut monter et faire un projet pour la communauté, pour aider des gens dans la communauté. Et ça n'a pas nécessairement besoin d'être sa communauté. Ça peut être une communauté qui est internationale, ça peut être même hors du pays. Et l'enfant doit montrer qu'il peut résoudre certains problèmes sociaux, c'est-à-dire aider les gens de la communauté, que ce soit des personnes un peu plus âgées. Et l'enfant doit montrer un peu de leadership, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est ça qui cherche un enfant well-rounded. Avoir une bonne note, mais montrer aussi que l'enfant peut soutenir sa communauté.
D'accord. Donc, à vous entendre, ce n'est pas seulement le succès académique qu'ils recherchent, mais ils recherchent aussi, en quelque sorte, un citoyen du monde ou une citoyenne du monde qui puisse résoudre des problèmes et contribuer à la société. D'accord. Et à quel niveau, alors, le lycéen ou la lycéenne doit-il commencer à se préparer pour devenir ce citoyen du monde-là qui a toutes ces qualités que vous avez énumérées un peu plus tôt? Je dirais que à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, hein, c'est-à-dire quand l'enfant est déjà en sixième, septième année, parce que, et certains enfants commencent même à l'élémentaire. Et je vais profite aussi pour parler un peu de Girl Scout et Boy Scout. Ça, c'est des petits clubs qui sont dans la communauté ou bien à l'école, qui commencent à former l'enfant dès le bas âge à être un bon leader dans sa communauté. Donc, ça commence déjà de la classe de sixième, septième année. Et pourquoi pas pour certaines familles qui ont assez de temps, quand l'enfant est un peu plus jeune, être président des clubs. Par exemple, je vais donner un exemple. J'ai mon fils qui a créé un club, qui a constaté qu'il n'y avait pas de cours sur les finances dans son école, au lycée. Il a créé un club. Il appelle le club des millionnaires. Millionnaire club, le club des millionnaires. Il ne parle que des finances. Parce que quand un enfant à bas âge commence à apprendre comment gérer son argent, comment épargner. Quand l'enfant arrive à l'université, la première année, quand ses parents ne sont pas là, l'enfant sait au moins comment gérer son argent. Parce que souvent, ce qu'on a constaté, c'est que la première année à l'université, les enfants ne savent pas comment gérer leur argent. Ou alors, ils prennent des cartes de crédit et se mettent à bousiller l'argent n'importe comment. Et demain, quand il faut s'acheter une voiture, l'enfant a bousillé son crédit. Donc, il parle de ça déjà dès le bas âge, à partir de la 9e, 10e année. Alors, il a donc eu l'idée de créer ce club-là dans son école. Donc, ça, c'est une initiative que certains enfants peuvent avoir. Ça n'a pas besoin d'être dans les finances, ça peut être dans n'importe quel domaine. L'enfant regarde dans quel domaine. Donc, à n'importe quel âge, ça peut se faire. Donc, ça peut être à l'élémentaire. Mais seulement, je préfère souvent qu'on commence à le documenter parce que ce qui se passe, les enfants font beaucoup de choses, mais ne documentent pas et ne trouvent pas l'importance de ça au moment d'appliquer pour l'université. Donc, c'est bien d'avoir un journal. Et quand l'enfant fait, par exemple, certaines activités qu'on appelle community service, l'enfant commence à documenter et puis communique avec sa conseillère et que la conseillère aussi documente dans le dossier de l'enfant. Quand l'enfant applique à l'université, qui est déjà un résumé bien établi et élaboré pour l'enfant. D'accord. Je suis un tout petit peu curieuse de savoir votre expérience par rapport à notre communauté en tant qu'immigrés. Le système ici est différent et des fois, les parents ont peut-être un peu de peine de comprendre exactement tout ce système-là. Déjà, l'école, en plus, il y a le travail, etc. Est-ce que vous avez remarqué, de par votre expérience, que notre communauté, il y a certaines choses qui ne nous viennent pas facilement. Par exemple, quand vous parliez de développer des leaders dans notre communauté, on le fait. Mais quelle a été votre expérience? Je suis juste curieuse de savoir. Bon, je vais parler un peu de mon expérience déjà en tant que parent et de mon expérience en tant qu'enseignant. En fait, nous avons, il y a cela 3 ans, avec quelques collègues, on a eu l'initiative, c'est dit, il faudrait qu'on crée un groupe que j'appelle le Great Leaders, Great Leaders. Et on a eu donc, l'initiative a été prise en 2017. Et on faisait donc des petits séminaires ou bien des petites réunions où on donnait des conseils aux parents. Qu'est-ce qu'il faut faire quand votre enfant arrive aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il faut commencer dès le bas âge? Comment encadrer son enfant? Quelles sont les ressources? Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que les parents, comme vous l'avez dit, sont tellement occupés, bien qu'il y a tellement de ressources, mais les parents souvent n'ont pas le temps ou bien parfois ne savent pas exactement quelles sont les ressources à utiliser. Donc, surtout les parents dont les enfants parlent la deuxième langue, la deuxième langue, c'est l'anglais, c'est-à-dire les enfants sont identifiés comme seuls à l'école. Donc, leur deuxième langue, c'est l'anglais. Et les parents dont les enfants sont special needs, comme on dit, c'est-à-dire les parents dont les enfants ont un peu de difficultés à apprendre comme les autres enfants, quoi. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que ces parents-là ont des ressources, ils ne savent pas comment souvent les utiliser, ou bien certains ne savent même pas où trouver les ressources.
Donc, il y a plusieurs sites qu'on donne à ses parents. Déjà, nous aurons une réunion, notre prochain séminaire ou une prochaine réunion sera virtuelle en octobre. Et la date vous sera communiquée à Afrique Today. Là, vous pouvez aussi donner, communiquer avec ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Et alors, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on donne aux parents toutes ces ressources-là et on leur donne aussi des conseils. Alors, pour revenir à mon expérience encore, c'est que les parents souvent attendent un peu plus tard, quand l'enfant est au lycée, pour pouvoir commencer à parler de l'université. Non, ça, c'est un problème. C'est une conversation qui doit se tenir à la maison. Je dirais, quand l'enfant est même déjà, quand l'enfant est à l'élémentaire, ou bien dès que l'enfant commence le secondaire, c'est-à-dire dès que l'enfant est en sixième année. Parce que ce que l'enfant fait en sixième année impacte ce que l'enfant fera quand il sera en neuvième ou en dixième année. Donc, commencez à avoir cette conversation très tôt. N'attendez pas quand l'enfant est en neuvième année pour parler de l'université. Il faut déjà avoir une idée de qu'est-ce que l'enfant veut faire quand l'enfant grandit. Quand nous, on grandissait en Afrique, c'était ce que les parents veulent faire. Nos parents rêvaient que nous soyons des docteurs, des avocats, et puis on va avec ce que le parent veut. Mais ici, c'est différent. Les enfants ont déjà une idée préétablie de ce qu'ils veulent être. Et souvent, en tant que parent, selon mon expérience encore, c'est qu'on veut souvent imposer à l'enfant ce que nous voulons dans ce domaine-là. Souvent, c'est mieux de voir qu'est-ce que l'enfant aimerait être et de plutôt guider l'enfant en lui donnant des conseils, en lui donnant des ressources pour que l'enfant puisse devenir et réaliser son rêve et être le meilleur de lui. Donc, voilà un peu ce que je peux partager de mon expérience en tant que parent et en tant qu'enseignant. D'accord, merci. Donc, vous parlez un tout petit peu de ceux qui sont plus ou moins impliqués et parlant de justement avoir cette conversation de qu'est-ce que tu peux faire, où est-ce que tu vas aller et tout ça là, pour choisir une université. Comment est-ce que pour un parent, faut-il s'y prendre pour visiter un campus? Parce que je sais qu'il y a, nous avons tous d'ailleurs, que beaucoup d'universités ont des journées portes ouvertes. Comment est-ce qu'il faut aller visiter un campus? Et est-ce qu'il y a un âge minimum? OK, c'est bien de commencer quand l'enfant est, je dirais, en dixième année, neuvième ou dixième année. Je vais me justifier. Parce que quand l'enfant est en neuvième ou dixième année, l'enfant a déjà une filière que l'enfant aimerait faire. Alors, dès que l'enfant choisit sa filière, l'enfant sait maintenant quelles sont les universités, les meilleures universités pour ma filière. Alors, dès que vous faites le choix selon votre filière, vous pouvez donc aller visiter les universités. Moi, encore, je dirais, c'est pas nécessaire de visiter beaucoup d'universités, mais il faut déjà savoir quelle est la filière. Donc, on commence avec la filière 1 et 2, prendre les universités selon la filière. Et puis aussi, maintenant, il y a le côté finance, c'est-à-dire les frais, la pension. Tout dépend aussi de combien ça coûte, parce qu'il y a des, est-ce que la famille peut pouvoir payer la pension dans ces universités. Donc, il faut comparer non seulement selon la filière, mais combien la pension coûte et voir si la famille est à mesure de couvrir ses frais. Et il faut aussi voir, quand on visite les universités, il faut aussi voir ce qui est bien dans ce pays, c'est que tout est en ligne. Il faut aller dans le site de l'université et voir avec les conseillers pédagogiques parce que la majorité des conseillers pédagogiques ont les listes de ces universités-là disponibles. Mais seulement souvent, on n'a pas cette conversation-là avec des conseillers pédagogiques. Donc, il est important que les parents aient de bonnes relations et communiquent avec les conseillers pédagogiques dès que l'enfant est en neuvième année ou en dixième année. Et là, les conseillers pédagogiques pourront dire, OK, selon cette filière, voici la liste des universités. Et quand vous avez la liste des universités, vous allez sur le site de ces universités-là et vous voyez quand est-ce que ces universités-là auront les portes ouvertes et vous visitez les universités. D'accord. Et pour rappel, quand vous parlez de 9e année, 9th grade, c'est l'équivalent de la 3e. Et 10e année, c'est la seconde. 2e année, c'est la première. Et 12th grade, c'est la terminale. C'est ça? En quelque sorte, oui, un peu. Je dirais oui. D'accord. Oui. On parlait des critères d'admission à l'université. On a beaucoup parlé de ce qu'il faut, ce qu'il demande. Et quelle est la différence exacte pour tous ceux qui nous regardent entre le community college et ce qu'ils appellent university? Okay. Community college et en termes de frais, pension scolaire, c'est beaucoup plus moins cher.
pour les parents parce que les cours coûtent un peu plus, coûtent moins. Et par contre, l'université, la pension est beaucoup plus élevée, plus chère à l'université. Ça, c'est une différence. C'est pourquoi certains enfants commencent souvent au community college lorsqu'ils n'ont pas de bourse et puis transfèrent à l'université. Bon, la deuxième différence, c'est qu'à l'université, l'enfant peut, au community college, on a souvent des associate degree et on n'a pas souvent les grands diplômes, je dirais, comme le master ou le PhD. Par contre, à l'université, vous pouvez faire une maîtrise et un doctorat. Donc, voilà en quelque sorte brièvement, mais la différence est beaucoup plus au niveau du coût de la pension, quoi. Ce sera D'accord. beaucoup plus cher à l'université qu'au community college. D'accord. Donc, Et aussi, bon, je peux aussi dire la qualité de l'instruction parce qu'il y a community college, il y a des communautés où le community college est bien, vous avez des enseignants vraiment qualifiés. Mais je dirais que tous les enseignants sont qualifiés, mais la qualité aussi de l'instruction et les ressources, les universités ont beaucoup plus de ressources que les community college, si je peux le dire. d'accord. Bien que ce soit plus cher. Oui. Donc, question de finances, est-ce que les enfants, ils peuvent quand même commencer au community college et puis transférer après 2 ans pour finir leur bachelor's? Oui, oui. Et pour ces familles qui n'ont pas assez de moyens, et si l'enfant n'a pas eu reçu une bourse, et on conseille souvent, oui, au lieu de commencer directement à l'université, si vous n'avez pas de moyens pour réduire les frais de la pension, il serait préférable de commencer au community college, prendre 2 ans, mais encore, il faut faire très, très attention. C'est l'erreur que beaucoup de nos enfants commettent quand ils vont au community college. Dès que vous avez le choix de votre filière, vous avez choisi votre filière et que vous faites le community college, il va falloir voir une conseillère qui vous dira quelles sont les universités qui accepteront vos crédits dès que vous quittez ce community college. Et c'est très important parce que souvent les enfants prennent des cours parce qu'ils voient ça en ligne. Oh, je veux peut-être avoir un bachelor en mathématiques, je donne un exemple, et je prends tel cours, mais je ne vérifie pas quelles sont les universités qui vont accepter ces cours-là. Il faut déjà voir si je prends ce cours, quelles sont les universités, c'est les programmes dans les différentes universités qui vont accepter mes cours. Et comment transférer, quelles sont les notes que je dois avoir pour pouvoir transférer. Prendre un cours, ce n'est pas suffisant. Il y a des universités qui peuvent dire, si vous avez le cours au community college, il faudrait avoir au moins un certain nombre de points ou bien 10 pieds pour que je puisse accepter vos crédits. Donc, il faut faire attention. Prendre les cours, c'est bien au community college, mais il faudrait que l'enfant continue à bien travailler afin que ce cours ou bien ces crédits puissent être transférables à l'université. D'accord. Et on entend aussi parler de plusieurs termes comme Dream School, Bridge School et Safety School. Pourquoi tout ça et c'est quoi exactement? C'est le langage des juniors et seniors. Juniors et seniors sont les enfants qui font 11e année et 12e année au lycée. Alors, Dream School, c'est l'école, l'université de ses rêves. Parce que chaque enfant a un rêve. Il y a des enfants qui ont des rêves d'aller peut-être dans des prestigious universities, peut-être Yale, Princeton. C'est pas toujours ça le Dream School pour les élèves. Bon, je donne un exemple, quoi. Il y a des enfants qui ont le Dream School, qui disent, j'aimerais aller à, par exemple, l'université de Maryland, c'est l'université de mes rêves. Ça peut ne pas être pour une université de rêves pour un enfant de Maryland, mais ça peut être une université de rêves pour un enfant qui n'est pas à Maryland. Donc, tout dépend de ce que l'enfant aimerait faire. Et ce qu'on appelle safety schools, ce sont les universités où vous êtes sûr d'être accepté selon votre profil. Alors, je donne un exemple. Quand un enfant fait sa liste des universités, il est important d'avoir sur la liste ce qu'on appelle safety schools, c'est-à-dire l'université où vous êtes sûr d'être accepté. Parce que si vous appliquez seulement dans les universités de vos rêves, alors vous pouvez être buté et à la fin, vous n'avez pas d'université parce que vous n'avez pas été accepté dans ces universités. Peut-être que le standard était beaucoup plus élevé que ce que vous avez donné. C'est-à-dire, si on demande un GPA, par exemple, pour certaines universités, le GPA, par exemple, certaines universités, le GPA doit être au moins 3,5 et vous n'avez pas eu 3,5, vous n'êtes pas accepté. C'était l'université de vos rêves. Alors, vous, à la fin de l'année, vous vous retrouvez sans université. Donc, c'est pourquoi on conseille toujours aux enfants d'avoir sur sa liste ce qu'on appelle safety schools, c'est-à-dire les écoles où, selon votre profil, selon votre GPA, selon vos standards ou bien votre niveau académique, vous êtes sûr d'être accepté. Et quand vous allez sur la plateforme des universités, ils vous donnent tous ces critères-là.
voici la moyenne des GPA pour ceux qui ont été acceptés dans nos universités. Et très souvent, cette moyenne-là, c'est mieux que vous ayez un peu plus que cette moyenne. Alors, voici, par exemple, des critères pour être accepté dans une université. Si vous n'avez pas ces critères-là, alors il est important pour vous d'avoir aussi ce qu'on appelle safety schools, c'est-à-dire les universités où vous êtes sûr que vous avez déjà tous les critères. Donc, voilà la différence. Dream School, l'école de ses rêves, et puis safety school, l'école où je suis sûre d'être acceptée. D'accord, merci. Donc, parlant d'admission à l'université, est-ce qu'on peut être admis dans une université sans avoir sélectionné une filière de spécialisation? Parfois, oui, je dirais oui, parce qu'il y a des universités où, dès que vous entrez dans un programme, on vous demande de prendre certains cours, et c'est la deuxième année. En fait, par exemple, il y a des enfants qui font ingénierie. Quand vous arrivez pour être ingénieur, la première année, vous n'êtes pas automatiquement dans une filière où on vous dira que vous devez être ingénieur. On vous demande de prendre certains cours. Et maintenant, selon votre relevé scolaire, selon vos notes, on vous dira à la fin de la première année si vous allez effectivement être accepté dans la filière de votre choix. Donc, oui, et vous pouvez commencer l'université sans avoir une filière. D'accord. Et est-ce que vous avez des suggestions pour aider ces lycéens-là, parce qu'ils sont encore lycéens, à choisir une filière de spécialisation afin de, comme ça, quand ils commencent à chercher des universités, ils ont une idée de où regarder? Bon, déjà, ça, c'est ce que je dirais, les parents, ça, c'est une responsabilité qui n'est pas seulement donnée aux enfants, mais c'est à la famille, c'est-à-dire les parents de l'enfant et puis la conseillère pédagogique. Et je dirais les trois, pourquoi? Parce que quand l'enfant choisit sa filière, il faut être sûr aussi, il faut donner la responsabilité à l'enfant de faire les recherches. J'aimerais être, par exemple, enseignant ou bien j'aimerais être médecin, j'aimerais être ingénieur. Alors que l'enfant aille en ligne et voir quelles sont les universités qui me donneront la chance quand j'ai gradué ou bien quand j'ai fini mon cursus scolaire, que je puisse être embauché dans un lieu de service ou bien dans une entreprise, je dirais. Alors, il faudrait que l'enfant aille faire ses recherches, là, les parents aussi. Combien est-ce que je gagne si je choisis cette filière-là? Bien que souvent on dit l'argent n'est pas ce qui est important, c'est le plaisir ou bien l'envie de vouloir faire ce qu'on aime. Mais c'est aussi important parce qu'à la longue, l'enfant aura une famille. Donc, c'est important pour l'enfant de savoir, de faire ses recherches. Est-ce que la branche que je choisis est effectivement ce que je veux? Parce que souvent, il y a des enfants qui choisissent une filière et après ils changent. Est-ce que l'université que je choisis reflète la filière que j'aimerais faire? Combien de personnes qui sortent de cette université-là avec une licence ou bachelor ont été employés, ont reçu un boulot les années qui suivent, ou bien 1 an ou 2 ans après? Combien ont gradué après? Donc, toutes ces recherches-là, les parents doivent faire. C'est un peu comme si c'est trop, mais c'est important. Et c'est là que, quand vous faites ces recherches-là, vous savez donc, ça vous donne une idée de comment choisir une université. Et l'enfant aussi de pouvoir se déterminer si effectivement c'est la filière que je veux faire. D'accord, dans cette université particulière. OK, donc, par rapport une fois que le choix est fait, la filière est choisie ou pas, mais qu'une fois qu'on est admis ou alors on a envoyé son dossier, il y a ce qu'on appelle le Common App et Coalition App. Quand on parle des dépôts de dossier, pouvez-vous nous dire la différence entre les deux? Euh, la différence, en fait, ça dépend des universités. Ça dépend. Certaines universités vous pouvez aller sur Common App et vous voyez les universités et vous appliquez à partir de là pour faciliter la tâche aux élèves et aux conseillers pédagogiques, aux parents aussi. Certaines universités ont mis des plateformes comme Common App, Coalition, comme vous avez dit, et aussi Neviance pour ceux qui sont dans PG, où les enfants peuvent aller directement et appliquer pour les universités. C'est-à-dire là, sur cette plateforme-là, vous pouvez mettre, les enfants doivent mettre leur résumé, leurs recommandations, le relevé scolaire, c'est-à-dire là où il y a toutes les notes. Et c'est pour faciliter l'application ou bien la procédure pour appliquer pour les universités.
Et il n'y a pas vraiment une grande différence, tout dépend des universités. Certaines universités vous diront que c'est sur Common App, vous allez voir l'université, vous allez appliquer. Certaines, c'est Coalition, donc tout dépend des universités. Donc, Ok. les plateformes sont semblables dans le sens où vous avez où mettre votre résumé sur les deux plateformes où envoyer la lettre de recommandation. Donc, tout dépend des universités. D'accord. Donc, c'est une plateforme qui a plusieurs universités, si je comprends bien, juste histoire de faciliter le processus comment dire, les dossiers, la mise des dossiers dans. Vous comprenez, ça me vient en anglais, désolé. Je comprends, je vais souvent traduire quand on. Mais c'est pour faciliter le processus lorsque l'enfant applique pour l'université et pour les parents et pour les enseignants aussi. Et puis, un autre point que j'aimerais noter, c'est que les enfants attendent souvent la dernière minute pour demander les lettres de recommandation. Non, on conseille aux enfants de le faire très tôt. Par exemple, les enfants qui sont en 12e année, qu'on appelle les seniors de cette année, il faut déjà, dès septembre, commencer à demander aux enseignants les lettres de recommandation. Parce que quand un enfant demande à l'enseignant d'écrire une lettre de recommandation, l'enseignant doit pouvoir aller sur cette plateforme-là, avoir accès à ça et puis envoyer la lettre de recommandation pour l'enfant. Alors, l'enfant doit pouvoir écrire un email à l'enseignant et l'enfant va donc dessus et l'enseignant va donc sur cette plateforme-là et envoie la lettre de recommandation. Pareil pour les conseillers pédagogiques. Elles doivent aussi mettre sur cette plateforme-là le relevé scolaire de l'enfant. Alors, c'est une procédure pour ne pas être trop stressé à la dernière minute parce qu'il y a les dates butoirs où il faut soumettre tous les documents. Dès que c'est fermé, la plateforme est fermée, elle est fermée. Elle ne s'ouvrira pas, peu importe ce qui arrive dans votre famille, peu importe l'urgence que vous avez eue. C'est pourquoi on demande aux gens de commencer, aux enfants, aux parents, de commencer très tôt. Il y a par exemple des dates butoirs comme le novembre, le 1er novembre, le 15 novembre, qu'on appelle Early Action. Et dates pour janvier. Il y a aussi des dates de early decision. Il y a early action, il y a early decision. Mais il y a aussi des dates de janvier pour ceux qui veulent appliquer un peu plus tard. Alors, il est encore important pour les enfants de savoir, est-ce que je veux faire early action? Early action veut tout simplement dire, comme le terme le dit d'ici bien, appliquer un peu plus tôt. Et les universités ouvrent l'option pour ces enfants-là d'appliquer en novembre, de soumettre avant novembre, 1er novembre ou 15 novembre pour certaines universités, tout leur dossier. Et quand vous soumettez, souvent, je conseille les universités qui ont Early Action aux enfants de prendre l'option de Early Action. Pourquoi? Parce que quand vous faites Early Action, vous avez des chances, si votre dossier est bien constitué, vous avez des bonnes notes, d'avoir des bourses. N'oubliez pas attendre en janvier qu'on aille distribuer les bourses en novembre pour appliquer. D'accord. OK. Donc, le choix que vous recommandez, c'est à tous les parents, c'est Early Action. Early Action pour les universités, parce que ce n'est pas toutes les universités qui offrent Early Action. Donc, les universités qui n'ont pas Early Action, vous n'avez pas le choix, vous n'avez qu'à faire le dossier, et puis qui est souvent très souvent, la table de tour est souvent donnée sur le site, ou bien c'est en janvier. D'accord. OK, c'est compris. Plus, c'est pour Early Action, je dirais. Bon, il y a aussi Early Decision. Le problème avec Early Decision, c'est que, comme le mot le dit, decision, ça veut dire l'université te donne l'accès. Si vous appliquez, vous êtes accepté, vous devez aller à cette université. Ah, c'est ça le problème avec Early Decision. C'est pourquoi souvent j'ai dit aux parents, faites attention. Moi, particulièrement, je n'ai pas encouragé mes enfants à faire Early Decision, mais plutôt Early Action. On applique tôt, mais on n'est pas obligé d'aller si on est accepté. On peut toujours choisir son université plus tard. Parce que quand les enfants appliquent et qu'ils sont acceptés, ils ont jusqu'au mois de mai pour décider, le 1er mai, je crois, pour décider pour la majorité ou bien presque toutes les universités, s'ils veulent aller à cette université. Quand vous avez été accepté à plusieurs universités, vous avez jusqu'au 1er mai pour faire votre choix. Là, les universités ont le temps de vous envoyer donc le processus pour vous inscrire, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire entre mai et août, la rentrée scolaire. Donc, le conseil encore, c'est Early Decision n'est pas toujours recommandé, mais il y a des enfants qui préfèrent Early Decision parce qu'il y a des universités qui donnent beaucoup comme full tuition, beaucoup d'argent quand vous faites Early Decision si vous avez de très bonnes notes. Donc, la raison, c'est qu'il y a des universités et des bourses qui vont avec cette option-là. Et souvent, certains enfants se voient en train de prendre cette option parce qu'ils veulent cette bourse et parce qu'ils sont sûrs que selon leur profil, ils auront cette bourse-là. Alors, si je suis sûre d'avoir la bourse et je veux vraiment aller à cette université, je fais Early Decision.
Sinon, il faudrait bien faire early action ou des regular decision. Ok, d'accord, c'est compris. Donc, déjà, il y a bien entendu des frais qui sont associés à tous ces, à la demande à envoyer son dossier à telle ou telle université. Quels sont donc ces frais-là qui font la composition du dossier de candidature? Donc, les frais, très souvent, ça varie pour la majorité des universités entre 60 et 80 dollars pour la majorité des universités. Bon, c'est vrai et c'est bien comme on parle des frais parce que si un enfant a 20 universités sur sa liste, ça veut dire qu'il faut multiplier 60 fois 20 juste pour les frais pour appliquer pour les universités. Ça ne veut pas dire qu'on va t'accepter parce que tu as payé les frais. Ça, c'est juste les frais pour l'application. Donc, c'est pourquoi on conseille toujours aux enfants de ne pas, d'avoir une liste assez raisonnable où tu as Safety School, Dream School, schools, mais une moyenne de 8 à 10 maximum universités serait raisonnable. Alors, pour revenir encore à ta question, les frais, c'est dans les 60-80 dollars en moyenne pour les universités et les parents doivent payer. Bon, c'est vrai qu'il y a souvent des parents qui sont, dont le revenu est très bas, comme on dit, pour les enfants qui sont dans des familles qui n'ont pas assez de moyens. Il y a des grants qui couvrent souvent ces frais-là. Il y a aussi des programmes où les parents peuvent appliquer et les enfants reçoivent de l'argent pour couvrir ces frais-là. D'accord. Comme je disais, c'est beaucoup plus pour les familles dont le revenu est beaucoup plus bas. Mais toutes ces informations sont souvent communiquées ou bien l'enfant peut les avoir à travers la conseillère pédagogique. Donc, c'est pourquoi c'est important pour les parents de communiquer avec les conseillers pédagogiques qui nous donneront ces informations-là. D'accord. Okay. Et sur l'université aussi, ça dit exactement quels sont les frais, combien ça coûte pour appliquer, tout est clair. D'accord. Et des termes qui reviennent assez souvent aussi, c'est in-state and out-of-state tuition. Donc, cela, c'est valable pour les établissements privés ou c'est simple? Qu'est-ce que c'est d'abord? Et est-ce que c'est valable pour les établissements privés ou bien ce sont les universités publiques seulement? Bon, quand tu parles d'établissements privés, tu veux dire des universités privées? Oui. Ok, là, je ne suis pas. Bon, je vais parler juste. Je parlerai un peu plus du domaine où je suis un peu plus calée, là, parce que selon mon expérience, quoi. Oui. Bon, alors, je dirais que pour in-state, c'est lorsque vous habitez dans un État, par exemple, les enfants qui sont dans le Maryland, lorsque vous appliquez à l'Université de Maryland, vous allez payer in-state, c'est-à-dire la pension est un peu plus le montant à payer un peu plus bas. Non, et qui veut venir à l'Université de Maryland va payer out of state. Ça va coûter beaucoup plus cher pour cet enfant-là parce que l'enfant n'est pas de Maryland. Quand un parent vit dans le Maryland, vous payez les taxes dans l'État de Maryland. La pension à l'Université de Maryland sera beaucoup plus bas pour votre enfant. Donc, c'est la différence entre in-state et out of state. Alors, on encourage souvent les enfants à faire in-state. Mais encore, il y a des enfants, parce qu'ils ne veulent pas rester à côté des parents, ils préfèrent aller out of state. Ils préfèrent aller un peu plus loin. Bon, ce que je dirais aux parents, si l'enfant a eu la bourse et que vous ne payez pas la pension, laissez le choix à l'enfant si l'enfant veut aller hors de l'État et un peu plus, bref, disons, si l'enfant veut aller dans un État autre que Maryland, laissez l'enfant a eu la bourse. Si vous faites confiance que l'enfant, il faut seulement donner des conseils à l'enfant, que l'enfant soit sérieux. Alors, pour un enfant qui veut rester dans le Maryland, si vous n'avez pas eu de bourse, c'est mieux pour vous peut-être d'aller à l'université de Maryland ou bien à une université qui est dans le Maryland pour que la pension soit un peu plus, le coût soit un peu plus bas pour votre famille. Donc, c'est le conseil que je donne aux parents et aux enfants. Maintenant, pour les universités privées, je n'ai pas trop de détails pour les universités privées. Il faut aller dans le site et voir combien ça coûte pour les universités privées si vous êtes in-state ou out-state. D'accord. Donc, il y a plusieurs façons pour les familles de financer l'éducation de leurs enfants. Donc, parlons des 4 ans, les 4 ans du bachelor's. Il y a ce qu'ils appellent financial aid. Qu'est-ce que c'est exactement? Et aussi, il y a ce qu'ils appellent le FAFSA Forecaster. Donc, c'est quoi exactement les deux? Alors, avant de parler de financial aid, je vais parler de FAFSA. FAFSA, pourquoi? Parce que c'est important pour les enfants de remplir le formulaire. Ça se fait en ligne. Maintenant,
Les enfants le faisaient sur papier, donnaient un conseiller pédagogique, comme avant. Maintenant, en ligne, vous allez en ligne, vous complétez la forme FAFSA. Tout élève qui applique à l'université ou bien community college, vous devez faire le FAFSA. Maintenant, quand vous remplissez le FAFSA, il y a une date butoir pour le faire. Alors, et je dis souvent aux parents, n'attendez pas la dernière minute pour remplir votre forme de FAFSA. Pourquoi? Parce que s'il y a l'argent à distribuer et vous ne voulez pas être la dernière personne à recevoir cet argent, le faites-le tôt, dès que la fenêtre s'ouvre pour pouvoir remplir le FAFSA, faites-le. Et pour les parents qui ne savent pas comment le faire, sur le site, il y a des vidéos qui expliquent comment remplir. Et ne laissez pas souvent l'enfant le faire seul. Certains parents disent, oh, l'enfant va le faire seul. Asseyez-vous avec votre enfant, même si vous n'êtes pas assez éduqué dessus, demandez l'aide à quelqu'un qui comprend un peu comment remplir le FAFSA et vous complétez avec les enfants. Déjà qu'il faut déjà votre information, combien vous gagnez, les documents, les taxes que vous avez déjà donné. Donc, tout est clair. Si vous voyez des vidéos et posez des questions si vous n'êtes pas sûr. Et c'est pourquoi il faut se donner le temps de le faire. N'attendez pas la dernière minute parce qu'il y a des enfants qui attendent la dernière minute et puis le parent ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a, comment remplir ou bien comment répondre à une question. Donc, comme vous commencez tôt, s'il y a des questions que vous ne savez pas, vous pouvez revenir, vous regardez, vous revenez sur la plateforme FAFSA, vous remplissez votre FAFSA et vous remplissez les informations nécessaires après que vous ayez pris les informations aux personnes qui s'y connaissent mieux. Alors, maintenant, Financial Aid, les enfants se disent, oh, I can use Financial Aid. Financial Aid, oui, vous recevez l'argent, mais c'est l'argent que vous allez payer, rembourser, si je peux dire. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a les grants. Les grants, là, c'est pas remboursable. On vous donne l'argent, vous payez votre école. Il y a les bourses, c'est pas aussi remboursable. On vous donne l'argent, vous payez votre école. Mais quand il y a Financial Aid où vous allez emprunter l'argent, et oui, c'est vrai, je ne paie pas des intérêts, mais c'est à rembourser plus tard. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention. C'est pourquoi je disais toujours aux enfants de prendre les grants, les scholarships, les bourses, parce que là, vous savez que, OK, je n'ai pas à rembourser. On me donne l'argent, je paye ma pension, et quand je finis, je n'ai pas de dette. Alors, mais maintenant, au cas où vous n'avez pas de bourse, c'est qu'il va falloir demander un peu d'aide, parce que la pension n'est pas la seule chose. Hein. Il faut payer le logement, la chambre qui est très chère, et très souvent, les frais pour la chambre et la nutrition, c'est-à-dire ce que l'enfant va manger, si l'enfant ne vit pas à la maison. Tout ça, ça s'élève à la moyenne souvent de 8 000 à 10 000 dollars. Donc, déjà, il faudrait penser, même si on a eu full tuition, on a la pension ou bien on a eu l'argent pour payer la pension, il faut encore penser au logement. Alors, s'il faut couvrir ces frais-là et que les parents n'ont pas eu le temps de mettre l'argent de côté pour l'enfant, alors il faut demander un peu de l'aide au gouvernement, il faut demander un peu de financial aid. Alors, il faut savoir comment utiliser quand on prend le financial aid. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment parce que, oh, c'est financial aid. Oh. Les enfants font souvent cette erreur-là. On prend l'argent et on bousille sur autre chose au lieu de l'utiliser pour l'école. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi on conseille aux parents, pour éviter que l'enfant emprunte de l'argent, de commencer à mettre l'argent de côté très tôt quand l'enfant est jeune. Je dirais, dès que l'enfant naît, même si ce n'est que 50 ou 100 dollars par mois, mettre l'argent de côté pour l'enfant. D'accord. Donc, la planification financière est très, très, très importante. D'accord. Ce qui m'amène à poser la question de savoir, c'est quoi un 529, le 521 Savings Plan? C'est quoi exactement? Le 529 Plan est un plan qui a été établi par le gouvernement pour aider les parents à épargner de l'argent pour l'école. Et il est fait uniquement pour l'éducation. C'est-à-dire, quand vous ouvrez votre 529 Plan pour votre enfant, vous mettez l'argent dedans, cet argent sera utilisé uniquement pour l'éducation. Mais donc, si plus tard l'enfant refuse d'aller à l'école ou à l'université, vous transférez ce plan-là pour un autre enfant qui aimerait aller à l'école. Donc, ou à l'université. Parce que quand je dis école, c'est l'université. Ça peut s'utiliser pour payer la pension, ça peut être au lycée, ça peut être à l'université. Et l'avantage avec le 529 Plan, c'est que vous avez l'intérêt est un peu beaucoup plus élevé que les CD. Parce qu'il y a des parents qui peuvent faire les CD dans les banques. Et maintenant, avec la pandémie, les CD, le taux d'intérêt est très, très bas, 0,05%, qui ne donne pas grand-chose. Alors qu'avec le 529 Plan, votre intérêt est un peu plus élevé et il n'est pas taxé. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir un 529. Et certains parents préfèrent aussi seulement investir, peut-être dans l'immobilier.
C'est disant, oh, quand l'enfant va grandir, ça s'appelle les terrains, ça s'appelle la maison. Quand l'enfant va grandir, je peux revendre ma maison, mon terrain, et prendre cet argent et payer pour l'école. Tout dépend de la famille, mais dans tous les cas, l'important, c'est de commencer tôt, que ce soit le 529, que ce soit le CD, que ce soit investi dans d'autres domaines, de penser à l'université et de commencer à mettre l'argent de côté pour votre enfant ou pour vos enfants. D'accord. Donc là, nous sommes pratiquement à la fin, mais je tenais à quand même demander, est-ce qu'il y a des bourses pour ceux qui veulent rester dans le Maryland? Est-ce qu'il y a des bourses qui sont offertes par l'État du Maryland ou bien par les législateurs de l'État du Maryland? Oui. Il y a plusieurs bourses. Par exemple, je donne un petit, il y a sénateur Penske Scholarship. Il y a tellement de bourses, que ce soit pour les enfants qui sont en Maryland ou hors de Maryland. Il y a des bourses qui sont données au niveau de l'école même, c'est-à-dire des districts. Par exemple, si un enfant est dans le comté, par exemple, de Prince-George, il y a Prince-George donne tellement de bourses. Ils donnent des bourses de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 dollars, mais l'enfant doit pouvoir savoir aller sur la plateforme et remplir, il y a souvent des liens, remplir le formulaire qu'il faut pour ces bourses, il le fait à temps. Il y a des bourses qui sont données même par certaines sociétés. Il y a par exemple, j'en néglige, il y a par exemple certains, je ne veux pas citer des sociétés parce que je ne vais pas faire de publicité. Il y a des magasins, même dans le mall, il y a les sociétés qui donnent des bourses. Parfois, ce n'est pas grand chose, c'est 500 dollars, 1000 dollars, mais c'est quelque chose quand même à accumuler plusieurs bourses où on est en train d'avoir de l'argent. Il y a des compagnies, il y a même Amazon qui donnent des bourses. Donc, il y a aussi les universités qui donnent des bourses. Bon, là, vous pouvez aller sur la plateforme et vous allez voir les bourses données par ces universités-là. Donc, l'enfant doit faire ses recherches avant la 12e année pour voir quelles sont les différentes bourses. Et encore, comme je le dirais, en octobre, nous aurons une séance pour donner des informations aux parents. On aura aussi la liste des sites où les parents peuvent trouver des bourses scolaires, des bourses pour ouvrir la pension scolaire. D'accord, merci infiniment, Bel-Ange Mbayou, vraiment d'avoir pris de votre temps pour répondre à toutes ces questions. J'ai beaucoup appris, je suis sûre que ceux qui nous regardent aussi apprendront énormément de choses. Et vous avez un mot de la fin, quelque chose d'autre que vous voulez partager avec nous? Chiara, c'est un plaisir vraiment pour moi. Depuis des années, je travaille dessus. J'ai constaté que dans notre communauté, nos enfants, souvent, manquent d'opportunités ou bien n'ont pas de ressources pour être suivis et aller dans les meilleures universités. Et ce que je dirais, c'est que les universités de renommée, les grandes universités, c'est pas seulement pour les enfants des autres, hein, c'est pour nos enfants aussi. Alors, j'ai eu des élèves qui ont fait Princeton avec full scholarship. Il y a des enfants qui sont allés à Yale, des enfants quand je dis enfants, les élèves, quoi, et j'ai même mes propres enfants aussi qui ont eu des bourses. Donc, juste pour dire que commencer tôt et communiquer avec les enseignants et les conseillers pédagogiques des écoles où vos enfants vont, et puis contacter ces conseillers pédagogiques dès la 9e année, commencer déjà à prendre des informations, encadrer vos enfants afin qu'ils puissent être sérieux dans la communauté, afin que vos enfants puissent être sérieux avec leurs notes. Et aussi, une dernière chose, c'est que quand l'enfant va à l'université, continuer à donner des conseils à l'enfant parce qu'il y a tellement d'opportunités dans ce pays, mais souvent nos enfants manquent ces opportunités parce qu'ils ne sont pas très sérieux. Donc, conseiller l'enfant, suivre l'enfant sur le plan académique et sur le plan émotionnel aussi, parce que souvent, il y a certains enfants qui ont seulement besoin de ce soutien émotionnel là pour bien faire à l'école. Donc, comme le sait Pierre Prêcheur, les enfants ont souvent cette pression-là de leurs amis. Donc, il faut bien encadrer l'enfant pour que l'enfant ait confiance en soi. D'accord. Que des mots de sagesse. Que des mots de sagesse. Merci beaucoup, Bel-Ange. Et peut-être qu'on aura le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois pour une autre édition de Pram Actu DMV. Merci à vous et à la prochaine. Merci.